Merci à tous et bienvenue à ce numéro Décideurs sur ABTV. Avec nous sur ce plateau des décideurs, nous recevons Herman. Herman, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes coordonnateur. Je suis militant des Ilétans et aussi représentant de ces mouvements citoyens. La fois passée, vous nous avez expliqué ce que votre mouvement Ilétan, mais je pense qu'il n'est pas encore temps. Non, il sera temps lorsque le Congo sera un pays développé, lorsque les droits fondamentaux seront respectés, lorsque les Congolais vivront dignement dans leur propre pays, lorsqu'ils ne feront plus l'objet d'une clochardisation, lorsqu'ils seront véritablement un peuple qui booste le développement de tout un continent. Là, il sera temps. Il sera temps. Mais tant que cela n'est pas encore arrivé, on y travaille d'arrache-pied, il n'est pas encore temps de travail. Ok, il n'est pas encore temps, Herman. Nous parlons de la problématique de la jeunesse dans le processus électoral. Comment se porte d'abord la jeunesse? Je dirais que la jeunesse aujourd'hui, au plan global, elle subit une forte mutation. Elle quitte un stade où elle était timide. Elle va dans un stade où elle accrue ses revendications. Elle devient de plus en plus rigoureuse dans ses démarches et c'est un bon signe parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la taille des mouvements citoyens à travers le Congo qui pullulent chaque jour, c'est une frange importante de la jeunesse qui était hier dans le silence, qui était hier en train de suivre les politiciens pour X ou Y raison. Aujourd'hui, elle est décidée de tailler elle-même son propre chemin, de continuer dans un processus de revendication pour se faire respecter en tant que citoyen du Congo. Et c'est un très bon signe et je crois qu'il faut encore faire beaucoup d'efforts pour que maintenant cette énergie-là soit capitalisée dans un combat aussi positif avec des valeurs qui sont cristallisées pour une meilleure émergence de cette jeunesse. Y a-t-il dans cette jeunesse ceux qui prendront conscience de la lutte? Oui, il y a déjà ceux qui ont pris conscience. Vous venez tout à l'heure de dire que cette jeunesse suivait tel ou tel politicien selon, en clair, selon l'enveloppe. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Certains selon l'enveloppe, certains selon les promesses qu'on le faisait miroiter. Mais aujourd'hui, moi, je parle d'une jeunesse qui est ni dans un parti politique, mais qui œuvre pour son propre émergence. Une jeunesse consciencieuse, une jeunesse qui se retrouve dans le mouvement citoyen, notamment le nôtre, dans les temps. Cette jeunesse-là que moi je suis en train de jeter de fleurs aujourd'hui, de leur demander de fournir encore beaucoup d'efforts parce que nous, au plan global comme jeunes, on sort quand même d'une matrice qui n'était pas bien préparée pour que demain nous soyons meilleurs ou que demain nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour cette République. Je prends là, par exemple, le système éducatif du Congo. On n'a pas un système éducatif qui permet de résoudre l'inadéquation entre les besoins réels du marché et ce qu'on nous donne à l'université. La plupart des jeunes, lorsqu'ils sortent de l'université, ils ont plus tendance à aller chercher de l'emploi, à les demander. Mais on n'a pas une jeunesse créatrice, on n'a pas une jeunesse qui est axée dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas de sa faute aussi, c'est la faute d'un système éducatif. Et puis, je prends un deuxième exemple, ça peut paraître un peu plus banal, mais c'est très réel. Quand vous avez ceux qui gèrent les pays aujourd'hui dans différents niveaux de responsabilité, ils ont au moins bénéficié d'un environnement éducatif un peu plus modeste. Ils ont bénéficié des bourses. Oui, ils ont bénéficié des bourses. Ils sont allés étudier en Europe. Je vous rappelle ici qu'à l'UNIKIN, d'où moi je sors, il y avait des bourses qui venaient pour des professeurs. Les étudiants mangeaient très bien, ils avaient des très bonnes conditions pour étudier, ils avaient des professeurs qualifiés pour leur enseigner. Ce n'étaient pas des étudiants qui mangeaient des biscuits à la pause avec arachide, avec un sachet d'eau pure. Ce n'étaient pas des étudiants qui restaient dans un auditoire à 4000 étudiants pendant que c'était créé pour 200 étudiants. Ce n'étaient pas des étudiants qui restaient dans des homes où ils sont assis pendant que chaque chambre devrait contenir un seul étudiant. Ce ne sont pas des étudiants qui mangeaient des quiz à chaque soirée, mais plutôt ils avaient un répertoire de buffets bien déterminé. Donc ils avaient des bonnes conditions d'études à l'époque.
Et résultat, aujourd'hui, ils sont en train d'exceller, de briller dans la médiocrité, dans leur gestion, dans la gestion du pays. Maintenant, je me demande, nous, cette jeunesse, qui passe, ils auront quel discours par rapport au développement du Congo? Mais c'est à cette jeunesse-là qu'on va laisser demain le pays. Est-ce qu'on prépare le pays pour renouveler un sous-développement ou est-ce qu'on prépare le pays réellement pour aller au développement? Donc c'est pour vous démontrer que demain, on a un grand défi. Nous qui sortons d'un circuit réduit des bonnes chances, d'un circuit réduit des opportunités pour exceller, on va hériter d'un pays qui a un grand défi du développement, je ne dirais même pas développement, mais des reconstructions, parce que le Congo doit encore le reconstruire avant de penser son développement. On doit encore créer une nation où les Congolais sont prêts à vivre ensemble. Donc, en résumé, on n'a pas des opportunités pour réussir par rapport à l'exemple que je venais de vous donner. Mais, en dépit de tout ça, on s'est dit, le Congo nous appartient avec la volonté, avec notre courage, avec notre détermination. On doit donner le meilleur de nous-mêmes pour que demain, le Congo soit réellement un grand pays au milieu du continent africain, pour que le continent aussi se développe. Oui, Herman, je vous ai bien suivi, je suis votre discours, je suis ceux qui ont étudié avec des bourses. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est un problème de conscience? Oui, la conscience a une place... doit partir de là, parce que vous avez évoqué, parmi cette crème-là, ces personnes-là qui ont étudié dans des... Mais si je répertorie bien, je peux dire que ce sont peut-être eux qui sont aussi à la base de la médiocrité qu'on retrouve, qu'on décrit. Vous avez totalement Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème d'abord de la prise de conscience de la jeunesse? Oui, la prise de conscience, elle doit d'abord être faite au niveau de nos dirigeants. Et non pas la conscience. Et je ne suis pas là pour parler d'eux, ils ont déjà échoué, ce sont des médiocres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cardinal. Une des matières grises la plus importante du Congo, de l'Afrique et même du monde, a donné une mention médiocre à tous ces dirigeants. Maintenant, la prise de conscience au niveau de la jeunesse, elle est manifeste. Je vous ai parlé tantôt aussi de la création de différents mouvements citoyens qui pilulent dans un bon sens. Maintenant, il faut les canaliser. Et aussi, il y a des mouvements citoyens qui... Bon, en tout cas, pour le nôtre, pour Il est temps, on est dans le bon sens, on est indépendant, on n'est derrière aucun politique. On est derrière aucun politique. Parce que la fois dernière, vous m'avez dit ça, mais il faut aussi que j'approfondisse un peu. On est derrière, vérifiez cela. Là, on n'est derrière aucun politique. Ce sont des gens, d'abord humainement parlant, ce sont peut-être nos parents. On les respecte à ces titres-là, mais par rapport aux résultats qu'ils ont produits jusqu'à là pour ces Congos, ils ne méritent aucun respect pour nous. Ils n'ont pas garanti notre avenir et ils ne les garantissent pas. Ils font une course effrénée vers la recherche des diplômes politiquement transmissibles pour aller peut-être se faire prévaloir devant leur chef, mais pas pour les résultats. Mais la jeunesse que moi je voudrais parler ici, oui, il y a des tares dans cette jeunesse. Cette jeunesse vit dans un environnement qui est corrompu, dans un environnement qui ne garantit pas une émergence des valeurs citoyennes et civiques. Elle-même se fait corrompre. Certaines, une frange en tout cas, pas dans sa globalité. Pas dans sa globalité, oui, mais moi je suis là, je ne suis pas un modèle, moi. Peut-être un cas parmi autant d'autres. Voilà, si déjà je suis un cas isolé qui peut faire la fierté, tant mieux. Donc on peut encore espérer pour ces Congos. Espérer combien de temps? Mais il y a des tares dans cette jeunesse, notamment la corruption, la concussion, la débauche, l'alcool, tout ça. Mais pourquoi la jeunesse tend vers ces tares? Mais c'est parce que, je parle de cette frange qui tend vers ces tares, mais c'est parce qu'il y a un désespoir criant qui s'installe. Mais vous finissez aujourd'hui votre université, vous avez votre diplôme de licence, soit en économie, en droit ou je ne sais pas moi quoi. Mais quel est les taux d'employabilité de la jeunesse aujourd'hui? Combien de jeunes trouvent-ils d'emploi au Congo? Moins de 20%, je vous dis. Moins de 20%. Mais combien d'universités donnent au marché d'emploi des gens prêts
à travailler. Prêt ou presque? Des gens prêts à travailler parce que des gens prêts à travailler parce qu'ils ont des diplômes que l'État congolais avoir a des remis. diplômes, oui, Voilà, avoir les diplômes aussi. Ça aussi c'est envolé. La compétence, c'est autre chose. Ça aussi c'est envolé parce qu'on dit la jeunesse de nos jours, ce qu'elle produit comme fruit après les études, c'est les Là, on cadres. parlait de la compétence. J'avais tantôt aussi parlé des besoins entre le marché et l'université. Il y a une adéquation, il y a un écart terrible entre ce qu'on nous enseigne à l'université et ce que les pays attendent de nous. Il y a un écart terrible. Mais moi, ici, je vais parler de la qualification, pas encore des compétences. Ces jeunes portent des diplômes. Ils sont des licenciés en économie, en droit. Ce sont des ingénieurs de l'ISTA, de la Polytechnique, que l'État congolais a octroyé des diplômes. L'État congolais a reconnu tacitement leurs compétences. Mais combien de jeunes trouvent-ils d'emploi? Si vous me parlez de la compétence, si vous me dites qu'ils ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils ne sont pas compétents, je vous dirai tout de suite que c'est faux. C'est faux parce que est-ce qu'il y a une entreprise aujourd'hui qui peut se taper, qui peut se bomber la poitrine pour dire moi, j'engage par exemple 100 jeunes l'année? Il n'y en a aucune. Il n'y a pas une offre capable de pouvoir avaler la demande d'emploi des différents jeunes. Donc là, il y a un problème. Nous sommes à 6 mois et quelques jours de la date fatidique, qui est la date du 23. Oui. Que pense la jeunesse pour cette journée? Bon, d'abord, je suis très pessimiste par rapport à cette date. Je ne crois pas qu'il y aura élection à cette date. Pourquoi? Bon, les prémices sont claires. Les prémices sont claires. On a un processus qui est tellement bâclé. L'enrôlement, la loi électorale, oui. Les fichiers électoraux corrompus, où la MP a déjà 25% dans ces fichiers de 40 millions de Congolais. La MP avec la CENI ont déjà une main mise sur 25% des Congolais qui vont élire. Parce qu'ils ont dit que ces Congolais qui manquent des empreintes, on soit les mains coupées ou les pieds coupés. Moi, je ne sais pas si dans ces Congos, on a près de 40 000 Congolais qui manquent des pieds et des mains. C'est grave. Et on a demandé à la CENI de pouvoir annuler cette frange de Congolais qui n'ont pas d'empreinte. La CENI a refusé. Je vous dis, c'est un électorat que la MP va contrôler. Elle a refusé. Le président de la CENI a refusé de les invalider. C'est l'électorat que la MP va contrôler et dans la triche, on va voir comment l'ajouter. La machine à voter, ça pose aussi problème. Il n'y a aucune adhésion au niveau populaire, il n'y a aucune adhésion au niveau des opposants, il n'y a aucune adhésion au niveau du reste du monde. On les conteste. Pour deux, trois petites choses. La première chose, elle est illégale. Dans le calendrier que Nang avait publié en novembre 2017, on n'avait pas fait mention de cette machine à voter. On n'avait pas fait mention de cela. Elle est illégale. Deuxième chose, on ne sait pas le niveau d'accréditation dans cette machine. Elle n'est pas fiable. Quel est le niveau d'accréditation aujourd'hui que la CENI peut donner aux Congolais pour checker cette machine-là? Est-ce que les codes... Est-ce que... Non, non, là, on fait la simulation au vote. On ne check pas la machine comme ça. Là, au moins, il faut avoir ce que j'avais dit, les niveaux que la CENI va permettre le contrôle, qu'on appelle techniquement niveau d'accréditation. Quel est le code source que les fabricants de cette machine a donné par rapport à la programmation de la machine? Je vous rappelle que cette machine... Oui, on peut la reprogrammer même à distance. Je vous dis que cette machine peut être reprogrammée à distance. On peut faire changer. On ne peut pas le faire. Même si la CENI est de bonne voie aujourd'hui, vous savez ce que c'est la cybercriminalité. On peut avoir des Congolais malveillants ou des compatriotes du monde malveillants qui peuvent truquer. Oui, même celui qui a porté ces projets-là pour la CENI, c'est un jeune qui est le fils du vice-président de la CENI qui travaille en Corée, qui a apporté la machine. Je vous informe, qui a apporté cette machine, soi-disant une innovation congolaise. Donc, on réfute cette... Ce n'est pas une innovation congolaise, la machine existe. Comment croyez-vous à une innovation congolaise pendant que la machine est fabriquée en Corée? Non, mais parce que j'étais avec un acteur de la société civile, selon lui, la machine, elle est ce n'est pas une innovation congolaise.
La machine existait bien avant que Nanga nous amène avec cette histoire-là. Et s'il y a des nations au monde qui les refusent, c'est parce que la machine a déjà existé. Elle ne va pas commencer à exister parce que le Congo et Nanga, on refuse cela. Je vous dis que je suis pessimiste par rapport à la date du 23 décembre. Ça va arriver sans les élections. Nous sommes dans une autre logique. Je vais peut-être l'expliquer tantôt. Mais dans ces processus ici présents, avec mes doutes, la jeunesse, elle n'est pas considérée. Aujourd'hui, la jeunesse représente près de 58% de l'électorat congolais. Mais elle est en même temps suiveur et non acteur. Mais quelle est aujourd'hui la place que l'élection que Nanga va organiser va donner à la jeunesse congolaise? Je vous avais parlé ici de la loi électorale. Cette loi qui met l'élection à un niveau richissime. Ouais. Il faut payer un quota de, je ne sais pas moi, 1000 $, 1 million de francs congolais pour être candidat. Non seulement ça, il faut retrouver un regroupement électoral qui va vous permettre votre élection. Pendant que les jeunes n'ont pas de niveau de créer des grands regroupements politiques pour aller dans ces élections, mais ce n'est pas encore tout, il faut trouver l'argent de la campagne. L'élection de Nanga ne permet pas aux jeunes d'être des candidats valables. Donc vous serez des observateurs? On sera observateurs, c'est pourquoi on demande à ce que et Kabila et Nanga partent, que nous ayons des bonnes élections qui seront organisées avec la transition citoyenne. Ah, là, mais il a dit, si vous refusez la machine, on peut aller jusqu'au 29 juillet. Mais Nanga ne peut pas exceller. Moi, je rigole quand je vois Nanga exceller dans la médiocrité, je rigole. Qu'il a publié le calendrier électoral fixant les élections au 23 décembre 2018. C'est Nanga. Mais dans ce calendrier, il n'a jamais dit qu'il fallait faire avec la machine à voter pour aller aux élections en cette date. Il s'est contredit. Il comprend qu'il est pris dans le piège kabiliste. Il ne sait plus comment s'échapper dans ça. Il veut trouver... Et je l'assume, je m'assume. Et il veut trouver un prétexte pour expliquer aux Congolais qu'il n'y aura pas d'élection le 23. Moi, je dis, on doit aller dans ces élections-là avec bulletin en papier, pas avec machine à voter. Mais le 23. Je m'inscris dans un pessimisme. Moi, je suis dans une transition citoyenne sans Kabila. La transition sans Kabila, vous êtes d'accord, mais l'AMP ne veut pas entendre cela. Parce que pour la majorité, Joseph Kabila n'est pas encore prêt pour prendre ses vacances. Non, je comprends que c'est un discours des courtisans qui veulent noyer leur chef. Quel est aujourd'hui le bilan de Kabila pendant 17 ans à la tête de ces pays? On n'a pas de route, largement négatif, on n'a pas de route, on n'a pas de colle, on a quelle construction? Kabila n'a rien fait pour ces pays. Vous me parlez des bâtiments qui ont coûté 40 millions de $, notamment les bâtiments qu'on appelle immeubles intelligents, mais pour quel regain? Pour quelle priorité? Vous et moi, on a suivi, vous et moi aujourd'hui, que les Bukangalonzo doit fermer ses portes. Donc 25 millions d'investissements jetés dans un éléphant blanc. Mais pourquoi on a reproché à Mobutu dans ces pays d'avoir mal géré? Si demain ça marche, on dira c'est Kabila. Mais quand ça ne marche pas, c'est encore lui. Il ne faut pas chercher à l'écarter du mal. Tout s'est fait sous son impulsion et quand ça marche, c'est lui. Quand ça ne marche pas, c'est encore lui. Il faut être clair. On est contre cette histoire. Ça ne peut même pas être prononcé par moi. Le Congo ne peut plus évoluer en libertinage au niveau du continent. La crise congolaise touchera les Rwanda, touchera l'Angola, touchera le Congo-Brazza. Ces pays-là ont une légitimité de pouvoir agir pour que l'embrasement ne s'efface pas au Congo. S'il y a un monsieur par sa volonté, veut que le Congo s'embrase, veut que le feu et le sang coulent au Congo, les voisins du Congo ont tout intérêt pour voir que ça n'arrive pas. Ils doivent intervenir pour que ça n'arrive pas. Vous êtes pour ces réunions? Je suis pour ce que la France fait avec l'Angola
et les Brazza et les Rwanda pour que les Congo soient stables. C'est très important pour nous aussi. Donc, il n'y aura pas un troisième mandat. Il ne faut même pas parler de ça. Il n'y en aura pas. Soit il doit, c'est une question, je posais. Il doit tous nous tuer comme il a tué aussi. Pour finir, un mot sur la diaspora, parce que si nous allons les élections le 23, elle sera exclue. Je ne sais pas comment Nanga peut continuer à être aussi dans l'oubli intellectuel. Ah, c'est l'oubli intellectuel. C'est un oubli intellectuel, pour ne pas dire faute grave. Pour ne pas dire faute grave. Comment il peut donner à une partie des Congolais la chance de voter un nouveau président, des nouveaux acteurs politiques, et les refuser à une partie aussi importante qui soutient même l'économie congolaise? Je parle là de la diaspora. Acquis notre nationalité, peut-être. Mais qui dit la loi électorale? On doit enrôler les Congolais de la diaspora. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas moi qui l'ai convenu cette loi-là. On a dit qu'il faut enrôler les Congolais de l'étranger. Je vous dis pourquoi Nanga a carrément refusé. Parce qu'il sait que s'il est fait, Katumbi sera enrôlé, Olivier sera enrôlé, Kamitatou, Francis Kalombo sera enrôlé. Tous les Congolais qui sont à l'étranger, mais qui ne savent pas rentrer parce que Kabila les bloque, ils seront enrôlés. Ayant compris cela, il bloque, il ne veut pas que les Congolais de l'étranger s'enrôlent pour les élections. Mais moi, je dis à ses compatriotes, refuser ou ne pas s'enrôler serait pour eux aussi un acte de sacrifice, parce que ça permettra qu'on dévoile définitivement Nanga par rapport à la date qu'il a promis au monde entier, et que lorsque il y aura véritablement une transition citoyenne sans Kabila, sans Nanga bien sûr, ces Congolais-là auront droit à exercer leurs droits les plus civiques. Et qu'est-ce que vous dites à Nanga? Vous avez parlé à la diaspora, qu'est-ce que vous dites à Nanga maintenant? Nanga qu'il quitte. Qu'il quitte la CENI. Il est incompétent, qu'il quitte la CENI. Messieurs, dames, fidèles téléspectateurs d'AB TV, vous l'avez suivi, il est du mouvement citoyen. Nous disons merci à Herman. Au revoir et au prochain numéro.